Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati. Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver, d'autant plus qu'après plusieurs semaines d'absence, Covid oblige, nous avions pris l'usage et l'habitude de diffuser cette émission via le téléphone. Et quel bonheur de revenir ici dans ce beau studio de Judaic FM. À mes côtés ce soir, Basile Gorin, bonjour. Bonjour Franck Serfati. Merci d'être venu. Vous êtes directeur des affaires publiques de Medtronic. Vous nous direz tout à l'heure quelques mots de la société que vous représentez ce soir, mais surtout, vous avez un parcours assez particulier, intéressant. Vous sortez de Sciences Po. Exact. Après le bac, vous avez été collaborateur parlementaire. Alors, nous sortons d'une période électorale où j'avais eu l'occasion, voici quelques semaines, d'inviter des élus et puis des candidats qui nous avaient expliqué un petit peu le rôle du maire, mais aussi de l'élu parlementaire, député et sénateur. Et dans le prolongement donc de cette pandémie dont je rappelais à loisir qu'elle était en tout cas à mes yeux un fait unique dans l'histoire de l'humanité, vous avez eu la gentillesse d'accepter de venir pour débattre avec nous des questions de santé, puisque vous êtes un spécialiste ès-qualité des fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui, donc encore une fois directeur des affaires publiques de Medtronic. Et puis, nous expliquer aussi cet événement national, peut-être international, qu'il est convenu d'appeler maintenant et depuis quelques jours, le Ségur de la santé. Tout à fait. Vous allez nous éclairer dans quelques minutes. Tout d'abord, parce que bien évidemment, en tout cas pour moi, il s'agit là d'un fait historique. Quel est votre sentiment, vous, en tant qu'homme, à titre personnel, et puis en qualité, encore une fois, des fonctions professionnelles qui sont les vôtres vis-à-vis de ce virus? Alors, je crois qu'il y a deux façons de voir le problème. Certains, au plus haut niveau de l'État, qui nous ont dit non, finalement, c'est qu'une grippette. Des hommes politiques, des scientifiques, des médecins. La grippe tue, donc inutile de donner au Covid-19 une importance qu'il ne devrait pas avoir. Et puis, une autre façon de voir les choses, qui serait peut-être plus conforme à ma sensibilité, dire non, c'est pas parce que la grippe tue qu'on doit accepter ces centaines de milliers de morts, peut-être plus, parce qu'il est des pays où on n'aura jamais les chiffres. Quel est, vous, rapidement, votre point de vue, votre sentiment, votre sensibilité, globalement? En tout cas, ce qu'on a vécu, et je rejoins ce que vous disiez, est inédit et complètement exceptionnel. Peut-être 3 remarques. D'abord pour dire que, on n'en est pas totalement sorti. Le virus est toujours là. On n'en a pas fini avec Covid. On est dans la séquence post-confinement, on n'est pas dans la séquence post-Covid. Donc, les messages gouvernementaux qui circulent par ailleurs mettent bien en exergue ce point. Attention, vigilance, le virus est toujours là. Deuxième point, sur le fait de savoir si finalement on n'est pas toujours tenté aussi de refaire un peu le match une fois qu'il est terminé. C'est assez facile, avec maintenant les 3 mois et demi de recul, de distribuer les bons et les mauvais points en disant on aurait pu faire ça, on aurait dû faire ça. Moi, ce que j'observe en tout cas, c'est que l'attitude qui a été celle de ce pays et donc du gouvernement a toujours été une attitude plutôt pragmatique. On était face à un virus qui était inédit et c'est ce qui inquiétait parce que on ne connaissait pas réellement la manière dont il fonctionnait et évoluait. Et dire aujourd'hui dans nos sociétés de l'instantanéité, où on a tendance à pouvoir savoir tout sur tout, que là, ce virus-là, il y avait une énorme part d'inconnu, de zone d'ombre, c'est pas évident dans nos sociétés contemporaines d'affirmer cela. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dirige un pays, une organisation, une entreprise, ce qui prime, c'est la balance bénéfice-risque, et donc de prendre un certain nombre de précautions, et c'est, je pense, ce que nous avons fait. Après, quant à savoir, dernière observation, si la France s'en est finalement mieux tirée qu'un certain nombre d'autres pays, alors j'ai envie de dire, c'est un peu la formule de Talleyrand, hein, c'est quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, parfois je me rassure. Et en plus, cette comparaison, elle est délicate, parce qu'on a en France un système de santé qui est très particulier, qui découle aussi des particularités de notre pays, très centralisé, très jacobin, là où, par exemple, le voisin allemand, auprès duquel on nous compare souvent, a un système très régionalisé, avec d'autres caractéristiques, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Donc les comparaisons pays à pays sont pas toujours de bons indicateurs. Moi, en tout cas, ce que j'observe, encore une fois, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme dont ont fait preuve les autorités et dont ont fait preuve aussi un certain nombre d'entreprises, dont la nôtre.
Alors justement, entreprise dont la vôtre, est-ce que vous pouvez, alors peut-être pas retracer l'historique de la société Medtronic, mais quelle est son activité principale? Vraiment en quelques secondes. Oui, tout à fait. Alors Medtronic France est un acteur majeur du dispositif médical, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'améliorer la condition de santé des patients dans différents domaines. Nous, on intervient dans le domaine cardiologique, dans le domaine des neurosciences, tout ce qui est aussi chirurgie du dos, dans le domaine du diabète, les pathologies chroniques dont on sait qu'elles ont un poids particulièrement fort aujourd'hui dans nos sociétés, et puis tout un tas de produits, de dispositifs qui permettent d'équiper le bloc opératoire. Ça va des pinces aux agrafeuses, aux appareils d'imagerie utilisés dans les blocs. Donc on est vraiment un acteur avec une couverture extrêmement large qui s'inscrit en tant qu'acteur de santé pour accompagner les prises en charge de patients. Alors Basile Gorin, justement, pour revenir à cette actualité qui est quand même extrêmement brûlante et intéressante puisqu'elle concerne tous les Français, quel que soit leur âge, et d'ailleurs toute la planète. C'est ce qui nous faisait dire, à vous et à moi tout à l'heure, que ce virus est unique dans l'histoire de l'humanité, parce que bien évidemment on a eu des virus, on a eu des épidémies, des pandémies, mais jamais qui touchaient toute la planète, toutes les régions du globe, le choléra, la peste, la lèpre, la grippe espagnole dont on a parlé en 1920, voici tout juste 100 ans, touchait une partie de la Catalogne, quelques régions, une partie de l'Italie, mais jamais 162 pays sur 162 États comme aujourd'hui, avec les indications que vous annonciez. Effectivement, on ne sait pas très bien quelle est l'origine précise et on n'a aucun traitement, en tout cas les scientifiques n'ont pas à ce jour de traitement. Mais pour revenir à l'activité professionnelle qui est la vôtre, on a mis en cause, vous avez commencé à évoquer cette question à l'endroit des gouvernants, ministres et chefs de l'État, au niveau justement des hôpitaux. Est-ce que vous trouvez, vous, que les équipements et la prise en charge des patients ont été suffisants dans notre pays à l'échelle de la France ? En tout cas, nous, ce qu'on a observé à notre niveau, c'est que la gestion de crise a été une gestion dans l'urgence, forcément, pour faire face à cette vague. Et surtout, on a vu quelque part les difficultés à travers cette séquence Covid, qui sont des difficultés beaucoup plus profondes, beaucoup plus datées, de plusieurs décennies, de l'hôpital public en France. Les difficultés en termes d'équipement, de capacité à avoir du matériel de pointe, à avoir des personnels en nombre suffisant. Et donc, Covid, quelque part, a été un révélateur d'un mal beaucoup plus profond, si je puis dire, sur le système de santé français. La manière dont le système a réagi, cependant, a quand même montré qu'il a tenu. Il a tenu difficilement, en mettant à rude épreuve les soignants, les professionnels de santé, mais il a tenu. On a réussi quand même quelque chose d'assez considérable. C'est ce fameux doublement du nombre de lits de réanimation, puisqu'on a en France 5000 lits à peu près qui sont dédiés à ces patients en réanimation, qui étaient utilisés dans le cadre de la pandémie Covid pour prendre en charge les patients les plus graves, les plus aigus, qui demandent un suivi particulièrement important, avec autour d'eux des soignants qui soient formés. Rendez-vous compte quand même qu'un lit de réanimation, c'est bien sûr l'équipement, mais c'est aussi 4 soignants pour armer, comme on le dit, le lit. Et donc on est passé en très peu de temps de 5000 à plus de 10 000 lits en France. Donc il y a eu cet effort absolument colossal de doubler la capacité. Ce qu'on pourrait interroger, c'est est-ce que la capacité initiale de 5000 était suffisante? Là où, par exemple, nos voisins allemands étaient déjà bien au-delà des 10 000 lits, et donc on peut être, du fait de cette force en présence, si je puis dire, réagi beaucoup plus promptement. En tout cas, ce qui a été notre rôle, nous, en tant qu'acteurs de santé, ça a été justement de contribuer à l'équipement de ces lits et à la formation des professionnels qui les animent. Alors rendez-vous compte de faire ça sur des périodes de temps effectivement extrêmement réduites, à un moment où en plus le monde entier demande les mêmes choses. Tous les établissements de santé du monde avaient besoin des mêmes moniteurs, des mêmes ventilateurs, des mêmes molécules utilisées en réanimation. Et donc de pouvoir faire face à cette demande absolument colossale nous a demandé à nous aussi en tant qu'entreprise une réaction colossale et donc d'adapter à la fois nos modes de production et nos modes de travail à la contrainte Covid. Alors vous venez d'évoquer justement les équipements français et puis l'état de la médecine de façon générale. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le Ségur, là, cet événement que j'évoquais à titre introductif? Quelle est son origine? Quelles sont ses ambitions? Alors le Ségur de la santé, qu'on appelle d'ailleurs Ségur parce que l'avenue de Ségur est le siège du ministère de la Santé en France, a été lancé à la fin du mois de mai. L'objectif donc était tout récemment, et il doit prendre fin là en cette fin juin. Donc il y a eu un travail de concertation extrêmement important. On dit Ségur, c'est un peu le même terme que Grenelle finalement. Quand on parlait du Grenelle de l'environnement, du Grenelle de la mer, du Grenelle du travail, l'idée c'est quoi? C'est de mettre autour d'une même table
les différentes parties prenantes d'un même sujet pour essayer de le résoudre, ce fameux sujet. Et donc, on s'est dit, on commence fin mai, on termine fin juin, et on rend des conclusions mi-juillet. Et ce sujet, c'est quoi? C'est l'état de la santé en France? Alors, il y a aujourd'hui 4 piliers sur lesquels repose ce Ségur. Un premier pilier qui est peut-être un des plus importants, en tout cas celui dont on a le plus entendu parler, qui est celui de la situation des soignants et des professionnels de santé dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir, et hier encore, un certain nombre d'entre eux battaient le pavé et manifestaient un peu partout en France, parce que effectivement, et quand on compare les niveaux de rémunération par rapport à ce qu'ils sont dans d'autres pays, on voit bien qu'il y a un sujet par rapport à la reconnaissance de nos soignants, qui encore une fois, dans la gestion de cette crise, ont été héroïques. Mais c'est pas Covid qui pose cette question-là. C'est une question bien plus profonde de l'hôpital public et de ses acteurs et de la manière dont ces acteurs sont considérés. Donc ça, c'est un pilier central. Ensuite, il y a 3 autres piliers qui sont là aussi d'importance très forte, celui de la manière dont on simplifie le fonctionnement de l'hôpital. C'est vrai qu'aujourd'hui, et nous, on est en relation chez Medtronic avec beaucoup de professionnels de santé ou de professionnels du soin qui nous disent « je fais de plus en plus d'administratifs, donc de moins en moins de présence avec le patient ». Donc, quelque part, simplifier toutes ces démarches à l'hôpital, c'est aussi redonner du temps aux professionnels de santé pour faire ce qui est le cœur de leur métier et de leur vocation. Parce que quand on est dans la santé, on l'est avant tout de cœur. C'est des métiers qui sont difficiles, qui demandent beaucoup d'engagement. Et donc, comment est-ce qu'on rend du temps médical, finalement, pour prendre en charge davantage de patients? Il y a un 3e point qui est celui, justement, de l'investissement à l'hôpital. On est en France dans un schéma qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale où on a souhaité avoir un maillage territorial le plus serré possible avec des infrastructures hospitalières qui traitent les patients. Ces hôpitaux, il faut les équiper. Il faut leur permettre de bénéficier des nouvelles avancées technologiques. Et donc, ces inventions, ces innovations, elles ont bien sûr un coût. Et aujourd'hui, peu d'hôpitaux, ou en tout cas trop peu d'hôpitaux, sont en capacité d'avoir des marges de manœuvre pour investir et donc rester au niveau technique le plus performant. Ça veut dire quoi? En France, on est très attaché au principe d'égalité, au principe d'accès aux soins. Donc ça veut dire que si demain, on ne remet pas ce sujet de comment est-ce qu'on investit dans nos hôpitaux pour prendre en charge les patients, eh bien certains hôpitaux commenceront à avoir un niveau peut-être inférieur à d'autres parce qu'ils n'auront pas cette capacité, ces marges de manœuvre à investir et à rester, si je puis dire, dans la course. Et le 4e pilier du Ségur, c'est un pilier relatif à ce qui est finalement le cœur de la santé. C'est-à-dire, aujourd'hui, on met beaucoup l'hôpital en avant. Mais il n'y a pas que l'hôpital en France. Il y a aussi toute la médecine de ville, toute la médecine libérale, toute la prise en charge aval, quand vous vous cassez une jambe, un bras, un genou. Les cliniques privées. Alors, aussi les acteurs privés. Covid a montré quoi? Covid a montré de manière extraordinaire qu'on pouvait tous coopérer face à un sujet qui était donc celui de la pandémie, où le public, le privé, les acteurs du médicament, les acteurs du dispositif médical que nous sommes, ont tous été impliqués pour apporter une réponse. Et on avait tous ce même objectif, faire mieux, faire plus vite, pour répondre aux problèmes. Il faut qu'il reste quelque chose de ça. Moi, si j'attends quelque chose, en tout cas de ce Ségur, c'est qu'à son issue, on garde, si je puis dire, cet esprit d'équipe. Parce que la santé, encore une fois, c'est pas juste l'hôpital. L'hôpital est une place centrale, mais il y a toute une myriade, kyrielle d'acteurs qui gravitent autour, qui ne sont pas un détail, qui sont vraiment des parties prenantes de la prise en charge des patients. Et si Ségur permet de mettre ça en relief, si Covid nous permet de mieux percevoir cela, aussi en tant que citoyen, eh bien, on aura quand même gagné quelque chose de cette crise. Alors, Basile Gorin, vous êtes un professionnel et pour vous, ces partenaires que vous évoquez tombent sous le coup de l'évidence, mais pour les gens qui nous écoutent, ce Grenelle de la santé dit Ségur, donc on a bien saisi du nom de l'avenue à Paris où se trouve le ministère de la Santé, qui seront les partenaires autour de la table? Alors, c'est une bonne question. On retrouve dans ce Ségur environ 300 représentants qui sont des représentants des syndicats de soignants, des syndicats de médecins, des fédérations hospitalières, publiques comme privées, des représentants liés à l'environnement essentiellement de l'hôpital et de la médecine libérale. Des entreprises privées? Eh bien, curieusement, on parle effectivement à travers ce Ségur de remettre à plat le fonctionnement du système de santé, d'accélérer, peut-être vous en souvenez-vous, cette stratégie Ma Santé 2022 qu'avait mise en place l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn lorsque elle est arrivée au gouvernement. Et étrangement, dans ce Ségur, on ne retrouve pas les acteurs économiques, ni industriels du dispositif médical, ni d'ailleurs industriels du médicament. Et ce qui me porte là aussi à m'interroger en me disant... Ce que je vous disais à l'instant, on a réussi à faire face à Covid en jouant collectif. On peut avoir le meilleur hôpital du monde, avec les meilleurs soignants, les plus dévoués, avec les médecins les plus qualifiés, les plus capés. Si on n'a pas des médicaments, des dispositifs médicaux pour prendre en charge les patients, on fait rien. L'urgence qu'on décrivait tout à l'heure de
créer ces lits de réanimation supplémentaires provisoires et de doubler notre capacité, elle s'est faite avec les acteurs industriels. Elle s'est faite main dans la main, en partenariat, en bon échange. Donc là encore, nous, on reste très prudents. Ségur ne nous inclut pas. On voit que Ségur parle aussi beaucoup de l'hôpital public et du fonctionnement de l'hôpital public. Je ne sais pas si on est légitime, nous, à avoir notre place dans ces discussions. Ce n'est pas nous, en tant qu'acteurs industriels, qui allons dire s'il faut augmenter et de combien les soignants, les professionnels de santé. Ce que nous disons, c'est que, attention, ne nous arrêtons pas au seul sujet de l'hôpital public et surtout faisons en sorte, à l'instar de ce qui s'est passé pendant cette crise, de travailler mieux ensemble. Donc peut-être qu'au-delà de Ségur, moi ce que je souhaite, c'est que Ségur soit pas juste un momentum, mais qu'on inscrive cette transformation du système de santé dans un continuum et qu'on inclue dans ce continuum les acteurs industriels. Ségur s'arrête à la fin du mois, je vous le disais. Je pense que demain, il faudra quand même continuer à travailler ensemble et c'est une nécessité pour notre système. Deux questions. Qui est à l'initiative de ce Ségur de la santé? C'est le gouvernement, le chef de l'État? C'est le gouvernement. Il a été ouvert par le Premier ministre, Édouard Philippe, en compagnie d'Olivier Véran, qui a ensuite mis en place les travaux. Et donc, c'est effectivement une démarche gouvernementale pour répondre encore une fois aux inquiétudes de l'hôpital public qui se sont faites jour à l'occasion de cet épisode Covid. Alors, vous rappeliez tout à l'heure à juste titre que chaque pays a ses paradigmes, son système de santé, ses structures, ses équipements, mais pour autant, le virus, contrairement à ce qu'on a dit, oui, il traverse les frontières, il suit l'homme, donc c'est pas un problème national, et nous savons également que au-delà de l'Hexagone, on est aussi impliqué dans une structure européenne. Ouais. Est-ce que l'Europe est mêlée ou pas à ce Grenelle de la santé, dit Ségur de la santé? Alors c'est un vrai sujet. Par rapport au Ségur, l'Europe n'y est pas à proprement parler. En revanche, on a vu les limites aujourd'hui de ce que l'Union européenne réussissait à apporter en termes de réponse à l'occasion de la crise Covid. Aujourd'hui, il n'existe pas d'Europe de la santé. Elle n'existe pas. Pour une raison majeure, qui est que les sujets de santé sont avant tout des sujets régaliens liés aux dépenses budgétaires et que donc on ne peut pas transférer cela, à moins qu'il y ait transfert de budget des différents États membres au niveau européen, ce qui n'est pour l'heure pas le cas, mais on ne peut pas transférer ce sujet au niveau européen. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen? D'abord, on peut coopérer. Et on a vu à quel point, et là aussi, je pense que tous les Français et Françaises ont observé ces transferts de patients, parce que nos lits de réanimation dans certaines régions étaient saturés, certains patients ont été amenés à être pris en charge en Allemagne, à être pris en charge dans d'autres pays frontaliers, donc qui montrent déjà que au moins on a réussi à avoir cette coopération. Ensuite, on parle beaucoup aujourd'hui, c'est un refrain qu'on retrouve un peu dans l'air, du souverainisme, de l'indépendance sanitaire. Penser qu'on peut être indépendant sanitairement d'un point de vue franco-français, je pense que c'est illusoire. C'est illusoire parce que d'abord aujourd'hui, il faut savoir comment est-ce que cette production industrielle, elle se fait. Nous, on est bien placés pour le savoir. On a 4 usines en France, des usines qui fabriquent sur le territoire français, mais qui exportent 90% de leur fabrication partout dans le monde, dans plus de 120 pays. On sait aussi que pour fabriquer un dispositif, comme pour n'importe quelle marchandise d'ailleurs, il faut des composantes. Donc il faut une chaîne d'approvisionnement. Donc quand bien même vous relocalisez votre usine sur le territoire français, c'est pas pour ça que tous vos fournisseurs sont eux aussi sur le territoire français. Donc vous avez besoin de vous fournir dans certains pays asiatiques pour des composantes électroniques, dans certains autres pays pour telle autre composante. L'Allemagne, qui est très forte en outils machines, fournit aussi beaucoup d'éléments. Donc la solution, elle n'est pas nationale. Si on veut vraiment construire des mastodontes de la santé, si on veut vraiment faire en sorte qu'on soit en meilleure situation qu'on ne l'a été qu'à l'occasion de cette crise Covid, pour répondre aux crises à venir, que ce soit lié au Covid ou à d'autres crises, il faut qu'on réfléchisse ces sujets à l'échelle européenne et pas seulement française. D'ailleurs, le président de la République a convenu avec la chancelière allemande d'un pacte sur ce sujet, d'un investissement européen qui pourra permettre, je l'espère, de développer demain cette approche européenne de la souveraineté sanitaire. Mais pour autant, en termes de recherche, on a pu l'entendre, enfin, moi je ne suis pas un spécialiste, mais ici et là, au moment fort de la pandémie, au moment du confinement, les scientifiques, les chercheurs de différents pays collaborent entre eux régulièrement et de longue date. Bien sûr. Donc il y a quand même, au niveau de la recherche, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, théorique, spéculative, il y a une collaboration européenne et internationale. Et d'ailleurs, si un traitement intervient dans les semaines ou les mois qui viennent, il sera certainement le résultat de cette collaboration. Bien sûr, tout à fait. Non, mais l'Europe a pris des engagements forts en la matière. On va dire que l'Europe
heureusement, là, a repris un petit peu l'ascendant sur la situation, là où initialement elle était très absente et que les pays ont géré un peu au cas par cas. Souvenez-vous, au début de la crise, les confinements se sont faits de manière très éparse d'un pays à l'autre. Nous, on le voit d'autant mieux qu'on est un groupe international, donc on a un certain nombre de forces en présence dans différents pays européens. Tout ça s'est fait de manière très désordonnée d'un point de vue gouvernemental. Après, chaque entreprise avait sa politique qui essayait d'être la plus alignée possible. Voilà, c'était très personnel. En revanche, maintenant, une fois la vague est passée, si je puis dire, en tout cas cette première vague, j'espère que ce sera la seule, et qu'on entre dans une démarche un peu plus de perspective à moyen à long terme, la question du vaccin, la question de la recherche, le fameux essai Discovery dont on a beaucoup parlé, qui est un essai qui transcende les frontières et qui implique un certain nombre de pays européens et même au-delà. L'Europe a du sens pour ça. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets d'investissement, ce sont des sujets de santé publique. L'Europe, elle est tout à fait bien positionnée, par exemple, pour développer des politiques de prévention, pour développer des politiques de vaccination. Donc, ça ne me surprend pas, et c'est même un bon signe que l'Europe ait dit qu'elle était prête à justement permettre l'approvisionnement quand un vaccin sera rendu disponible, de manière à ce que les États européens puissent en bénéficier. C'est central, et c'est d'autant plus central, on le voit bien, dans un monde où aujourd'hui on a plusieurs blocs, le bloc américain, le bloc chinois, le bloc russe, et eux, quelque part, si vous me permettez l'expression, c'est pas des enfants de cœur. Et donc si on n'a pas en face de ces grands blocs une Europe forte, soudée et qui avance dans un même sens, on risque, comme on l'a vu au cours de la crise Covid, de se faire prendre les masques sur le tarmac par tel ou tel pays qui mettra quelques centimes de plus à l'unité, et donc quelque part on aura raté une étape, je pense, de la construction européenne. Alors je ne l'ai pas dit lorsque je vous ai présenté, mais vous êtes également vice-président d'une structure, alors là pour le coup associative, qui n'est pas liée au monde entrepreneurial ou industriel, Cercle Valeurs Santé. Pouvez-vous nous dire un mot de cette association ? Alors c'est une association loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir l'approche dite de valeur en santé. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur en santé ? Ça peut paraître très obscur pour ceux qui nous écoutent. Très simplement, c'est une approche de la santé qui consiste à mettre au centre des préoccupations les résultats qui importent aux patients. C'est-à-dire, on va s'occuper avant tout d'évaluer la manière dont les professionnels de santé et les patients évaluent le résultat de leur prise en charge. Aujourd'hui, rendez-vous compte, en France, on dépense à peu près 11% de notre produit intérieur brut dans la santé. Et tant mieux. En revanche, est-ce qu'on sait, pour ces 11% de PIB, ces 11% de richesse nationale investie dans la santé, quels résultats nous obtenons ? Est-ce que nous les mesurons ? Et est-ce qu'on les mesure de manière suffisamment fine, c'est-à-dire pathologie par pathologie, pas de manière globale, mais qu'on puisse s'intéresser pour un patient diabétique, pédiatrique de type 1, quels sont les résultats pour un patient en obésité morbide qui devrait se faire opérer, quels résultats après 2 ans, 3 ans. Et donc, le Cercle Valeurs Santé, cette association, elle vise justement à promouvoir auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès des différents acteurs de santé dans le pays, professionnels de santé au premier rang desquels, cette démarche de dire évaluons les résultats qui importent aux patients, et sur la base de cette évaluation, faisons en sorte d'améliorer les parcours de prise en charge. Et donc, demain, d'avoir un système de santé qui soigne mieux et qui progresse. Ce cercle, il est composé d'une 30aine de parties prenantes qui sont justement le reflet un petit peu de la diversité de notre système. Il y a des professionnels de santé, il y a des représentants d'associations de patients, il y a des acteurs économiques, il y a des anciens ou actuels membres de l'administration en région ou en centrale qui viennent aussi éclairer ces discussions. Et donc, c'est aussi la preuve que, en se mettant autour d'une table, c'est un peu notre minus Ségur à nous, en se parlant, en échangeant, on trouve des solutions. Et ça, c'est plutôt encourageant. Basile Gorin, merci, on me fait signe, parce que le temps avance vite, même si on vous sent totalement passionné sur ces questions sociétales extrêmement importantes. Je rappelle encore une fois, Basile Gorin, que vous êtes directeur des affaires publiques de la société Medtronic, dont vous nous avez dit un mot tout à l'heure, et puis aussi également, on l'a compris à l'instant, vice-président de cette association Cercle Valeurs Santé. Est-ce que vous voulez conclure un mot sur l'avenir plutôt optimiste ? Un mot qui me semble important et très optimiste, c'est qu'il faut aujourd'hui que les patients retournent dans les hôpitaux, retournent dans les cabinets médicaux. On soutient aujourd'hui, des associations de patients ont lancé une campagne qui s'appelle Revoir son médecin. Si vous tapez #Revoir son médecin sur les réseaux, vous allez tomber sur cette campagne. Et c'est aujourd'hui primordial, après 2 mois et demi de confinement, alors que certains craignent encore de retourner dans les établissements où des patients sont encore pris en charge pour Covid, de dire qu'il faut revoir son médecin, retourner aux soins. Des AVC de 3 jours, des infarctus de 48 heures, des diabètes à 6 grammes, c'est pas possible en France en 2020. Donc, retournez voir vos médecins.
Ce sera le mot de la fin. Basile Gorin, merci encore une fois. Et puis j'espère vous avoir dans quelques semaines, peut-être pour faire un point sur le rapport du Ségur de la Ce santé. sera avec grand plaisir. Ce serait aussi intéressant de voir la suite au niveau de l'État français, au niveau gouvernemental. Merci encore une fois, Basile Gorin. À très vite. Merci Franck Bonne Sarfati. soirée. À bientôt. Merci, chers amis, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous retrouve quant à moi dans 15 jours. À très vite. Au revoir et bonne semaine. Juridiquement Vôtre, une émission proposée par Maître Franck Serfati.